traitement, c'est le traitement non pharmacologique, c'est-à-dire faire de l'éducation auprès des parents et auprès de l'enfant quand il est en âge de comprendre, à savoir l'exposition au soleil et une alimentation riche et équilibrée en vitamine D. Bien sûr, on peut arriver au traitement pharmacologique selon le taux de vitamine D que vous avez. Et il faut savoir que le traitement pharmacologique d'une hypovitaminose D n'est pas consensuel à l'heure actuelle. Plusieurs schémas sont proposés. Il n'y a pas de consensus mondial, mais plutôt un comité d'experts de vitamine D qui se réunit généralement chaque 2 ans pour faire une lecture de toute la littérature scientifique concernant la vitamine D et adopter des recommandations. Et donc, le comité d'experts s'est réuni l'année dernière à Valence, où ils avaient scindé la supplémentation en vitamine D en 2 catégories. Il y a des personnes pour lesquelles on peut supplémenter sans dosage préalable de la vitamine D, parce que même si on peut maintenant doser la vitamine D, il faut savoir que ce n'est pas un dosage fait systématiquement dans un bilan de routine, que entre balance bénéfices et risques, on peut supplémenter sans doser la vitamine D si on a des facteurs de risque d'hypovitaminose D. Je vous cite à titre d'exemple, si vous avez un enfant qui a un teint foncé, qui a de mauvaises conditions socio-économiques, qui ne s'expose pas au soleil, qui a une pathologie chronique, tout ça, tous ces points concourent à l'installation d'une hypovitaminose D. Donc, on peut supplémenter sans doser la vitamine D. Par contre, il y a des catégories où, pour corriger le statut de la vitamine D, il faut un dosage préalable en vitamine D. On va le voir tout de suite. Nous allons revoir point par point. Donc, l'exposition au soleil doit être régulière selon des recommandations suivantes, à savoir l'exposition des bras et des jambes minimum 15 minutes. On vous dit entre 10 et 20 minutes. Que cette durée doit être rallongée quand on a un phototype foncé. Pourquoi? Parce que la mélanine rentre en concurrence avec le précurseur de la vitamine D et donc elle est séquestrée dans les cellules adipeuses. Donc, il faut s'exposer plus longtemps quand on a un phototype plus foncé. Il faut s'exposer 2 à 3 fois par semaine, c'est-à-dire 1 jour sur 2. Il faut savoir aussi que si on s'expose selon ces recommandations, à la fin de l'exposition, on aurait synthétisé plus de 10 000 unités internationales de vitamine D. Pour l'alimentation, il faut savoir que plusieurs pays ont enrichi systématiquement tous les aliments qui étaient de consommation courante en vitamine D, à savoir les céréales, les produits laitiers, les huiles, les jus. Pourquoi? Parce que si on reprend le premier tableau où il y avait vous avez les aliments les plus riches en vitamine D, on avait des quantités très infimes de vitamine D. Vous avez en bas à droite, à titre d'exemple, pour avoir 200 unités internationales par jour par l'alimentation, il faut prendre 10 œufs et 10 sardines. Donc, ce n'est pas réalisable en pratique courante. Et vous avez dans le grand tableau les recommandations, les apports nutritionnels conseillés dans l'alimentation pour la vitamine D. Donc, vous voyez, ceux qui ont des facteurs de risque d'hypovitaminose D, ils doivent avoir 600 à 1000 unités internationales. Cela veut dire multiplié par 5. Si pour 200 unités internationales par jour, il faut prendre 10 œufs, donc pour avoir 1000, il faut prendre fois 5, il faut prendre 50. Donc, c'est se leurrer de vouloir corriger une hypovitaminose D seulement par l'alimentation. Un autre point, il y a très peu d'aliments enrichis en Algérie en vitamine D. Nous avions vérifié les laits
artificielle, chaque laboratoire a supplémenté de manière systématique les produits. Ça répond à des normes internationales. Il faut savoir qu'il y a des produits moyennement enrichis, il y a des produits enrichis tout simplement, c'est-à-dire ça répond à un cahier des charges. On ne peut pas supplémenter comme on veut et enrichir en vitamine D les produits comme on veut. Donc, entre ces besoins nutritionnels et l'apport alimentaire, cette inadéquation, vous avez sous les yeux l'enrichissement des produits et à quelle quantité. On arrive au traitement pharmacologique. Avant de développer le schéma proprement dit, plusieurs questions sont légitimes et je pense que la plupart des personnes se sont posées ces questions. Et on a essayé de faire une revue de la littérature sur les points essentiels. La première question qui se pose, est-ce qu'on opte pour une supplémentation journalière ou ponctuelle? Bien que la supplémentation journalière est la supplémentation la plus physiologique, à savoir si on a des facteurs de risque d'hypovitaminose D, il faut viser le 600 et le 1000 unités internationales. Si on n'a pas des facteurs de risque, un 400 unités internationales suffira. Cette supplémentation journalière est très difficile à maintenir de manière pérenne. Donc, la supplémentation ponctuelle pour laquelle l'Algérie a opté, même d'autres pays ont adopté cette supplémentation ponctuelle, c'est-à-dire une dose de charge, offre plus d'observance, mais le point négatif, c'est qu'on a des fluctuations de la concentration de la vitamine D. Vous avez dans le deuxième tableau en bas, Olick, qui a beaucoup travaillé sur la vitamine D, qui a essayé d'administrer, il a donné une dose de la vitamine D, une ampoule de 100 000 unités internationales, et il a dosé la vitamine D à plusieurs jours, vous voyez, à 4 jours, à une semaine, à 14 jours. Et vous voyez que quand on donne une ampoule de 100 000 unités internationales et que la personne avait un 18 nanogrammes par millilitre, la durée de vie est de 2 mois et demi. Donc, il revient à un statut de 18 nanogrammes par millilitre au bout de 70 jours. Une autre question se pose, quel type de vitamine D choisir? Pourquoi on choisit la vitamine D2 et pourquoi on choisit la vitamine D3? Il faut savoir que si on opte pour une prise quotidienne de la vitamine D, les études sont divergentes. Il y a ceux qui vous disent que la vitamine D2 est supérieure à la vitamine D3, il y a d'autres qui vous disent le contraire. Par contre, pour la dose de charge, toutes les études concordent à dire que si on choisit de donner une dose de charge, il faut plutôt travailler avec la vitamine D3 que la vitamine D2. Et vous avez les raisons, parce que la vitamine D2 a moins d'affinité pour sa protéine qui la transporte, pour son récepteur, qu'elle est rapidement catabolisée. Et donc, il faut opter plutôt pour la vitamine D3 que la vitamine D2. Quelle est la voie d'administration? Est-ce qu'on donne la vitamine D par voie orale ou par voie injectable? Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on peut croire, que la voie orale offre plus de biodisponibilité de la vitamine D et que les valeurs maximales sont atteintes au bout d'une semaine, alors que la voie intramusculaire et sous-cutanée, vous voyez, c'est entre une semaine à 6 semaines. J'ai essayé de prendre quelques formes de vitamine D qui existent, que vous avez vues, parce qu'il y a certaines qui n'existent pas sur le marché, mais je voulais vous montrer quelques exemples. Cette liste n'est pas exhaustive. Donc, vous avez celle qui est présente sur le marché et qui a eu une rupture, après elle est réapparue. Il y a une autre forme maintenant qui circule aussi de 200 000 unités internationales. Vous avez à droite, c'est les deux formes qui existent en France, en haut et en bas. Et à gauche en bas, c'est des ampoules d'un laboratoire italien. Pour la forme journalière, si vous optez pour une supplémentation journalière, vous avez
un laboratoire algérien qui a commencé à commercialiser la vitamine D sous forme de pilules, mais qui ont l'AMM pour les enfants supérieurs à 6 ans. Et vous avez en haut les différentes présentations en gouttes. Quel est le schéma proprement dit? Nous arrivons aux personnes qui nécessitent un dosage avant toute supplémentation. Pourquoi? Parce que généralement, c'est des personnes qui ont eu des pathologies chroniques, des pathologies lourdes, et qu'on ne peut pas s'amuser à supplémenter comme ça à l'aveugle et d'une manière quotidienne ou d'une manière chronique sans avoir un taux de vitamine D de base pour savoir quel taux atteindre et quand s'arrêter. Donc, vous avez la liste sous les yeux et on vous dit que selon le statut, ça relève d'une première étape d'un traitement correcteur et d'une deuxième étape d'un traitement d'entretien. Et le schéma, je tiens à le préciser, vous voyez sur la slide, il vous parle des ampoules de 100 000 unités internationales et une supplémentation chaque 2 semaines. Je sais qu'il y a une question qui est légitime, qui va sans doute susciter débat tout à l'heure. En Algérie, comment on fait? On n'a que la présentation de 200 000 unités internationales. Et si on a un dosage et que, par exemple, l'enfant a une dose inférieure à 10 nanogrammes par millilitre, on va vous expliquer tout à l'heure comment nous, on fait sur le plan pratique, mais là, on reste sur les recommandations. Donc, on prend à titre d'exemple. Ils vous disent, si vous avez un taux inférieur à 10 nanogrammes par millilitre, il faut donner une ampoule de 100 000 unités internationales de D3 en dose de charge chaque 2 semaines pendant 2 mois. C'est-à-dire, en tout et pour tout, au bout de 2 mois, il aurait pris 400 000 unités internationales. Si vous optez pour la dose quotidienne, il faut donner 800 unités par jour. Et vous avez après les différents cas de figure. Si vous avez inférieur à 20 nanogrammes et inférieur à 30 nanogrammes, vous voyez que la supplémentation est moins importante. Il y a une dose de moins. Et pour le 30 nanogrammes par millilitre, il y a 2 doses de moins. Comment évalue-t-on l'efficacité de ce traitement? On vous dit, si vous avez opté pour une dose de charge, une semaine après la dernière ampoule de vitamine D, il faut redoser la vitamine D pour voir si correction ou pas, pour passer au traitement d'entretien. Si vous optez pour la dose quotidienne, ils vous disent redoser après 3 mois de traitement. Si le statut s'est corrigé, on vous préconise de donner une dose de 100 000 unités internationales de vitamine D3 tous les 3 mois. Je précise que c'est des cas de figure, vous avez vu tout à l'heure le type de pathologie. Et l'efficacité de ce traitement, bien sûr, c'est de vérifier est-ce qu'on est toujours dans un statut corrigé ou pas de vitamine D. La question qui se pose, ok, on a corrigé le statut, on est dans la phase d'entretien. Jusqu'à quand je vais délivrer cette dose d'entretien? Il faut savoir que cette durée n'est pas codifiée. Elle dépend de l'objectif du traitement, c'est-à-dire vous visez quoi? Vous visez quel seuil? Est-ce que vous visez un seuil optimal en vitamine D, c'est-à-dire vous voulez avoir un taux supérieur à 30 nanogrammes par millilitre, ou un statut de 20 nanogrammes par millilitre pour avoir une bonne santé osseuse vous suffit? Ils vous disent par contre que plus vous tardez dans la supplémentation, plus il faut revoir votre enfant régulièrement pour voir la tolérance clinique et surveiller le bilan phosphocalcique ainsi que les concentrations de la vitamine D pour ne pas tomber dans l'effet inverse, c'est-à-dire l'intoxication en vitamine D. Je reviens aux personnes qui ne nécessitent pas un dosage préalable et comment on fait la supplémentation. On l'a expliqué auparavant, donc je ne reviens pas dessus. Là, on a vu le traitement curatif, c'est-à-dire
on est en statut de déficit en vitamine D, ou en insuffisance en vitamine D, en carence en vitamine D. On a vu les schémas dans les deux cas de figure, sont adoptés dans différents pays selon le contexte socio-économique et culturel du pays pour éviter de développer une situation de déficit en vitamine D. Donc, vous avez sous les yeux un tableau qui résume les principales recommandations, qu'elles soient françaises, américaines, suisses ou anglaises. Vous allez tout de suite remarquer qu'il y a ceux qui ont opté pour une supplémentation journalière et d'autres pour une supplémentation quotidienne. La chose qui diffère par rapport à notre pays, c'est que vous le constatez, il supplémente la femme enceinte et exclusivement au sein. L'enfant de moins de 18 mois recevant un lait de vache non enrichi en vitamine D. L'enfant de 18 mois à 5 ans, l'enfant de 5 ans à 10 ans et l'adolescent. Chose qu'on n'a pas encore en Algérie. Quelles sont les recommandations de l'OMS? Je vous ai expliqué que chaque pays adopte le schéma de prévention selon ses conditions. L'OMS n'a pas de schéma précis, mais elle préconise aux différents pays de revoir à la hausse les schémas de prévention jadis adoptés en visant un statut optimal en vitamine D pour pouvoir bénéficier des effets extrasquelettiques de la vitamine D. Donc, est-ce que notre schéma national est suffisant pour avoir un taux optimal supérieur, c'est-à-dire supérieur à 30 nanogrammes par millilitre? Notre schéma, nous l'avons vu, a réussi à pratiquement éradiquer le rachitisme carentiel de notre pays. Mais, nous le constatons, nous avons les nouveaux visages du déficit en vitamine D. Donc, est-ce qu'on doit revoir notre schéma national? Une réflexion s'est initiée auprès des autorités sanitaires du pays, à savoir qu'une réunion s'est déroulée à l'INSP, vous avez sous les yeux la date fin 2018 pour revoir notre schéma national qui date pratiquement de la fin des années 90. Et cela en présence des différentes personnes qui avaient fait un travail de recherche sur la vitamine D chez l'enfant sain et plusieurs aînés qui avaient travaillé sur la vitamine D. Donc, professeur Belli, il vous reste 2 minutes. Pardon? Il vous reste 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, j'ai bientôt fini. Donc, à l'issue de cette réunion, nous avons réitéré les messages qui jadis existaient mais qui n'étaient pas appliqués sur le terrain. Donc, à savoir qu'il faut systématiquement supplémenter les prématurés, ceux qui présentent des pathologies interférant dans le métabolisme phosphocalcique, ceux qui étaient sous traitement au long cours, tels que la corticothérapie et les traitements anticonvulsivants, nous avons proposé d'enrichir notre schéma en revenant au schéma qui existait juste après l'indépendance, et cela jusqu'à 18 mois, et à partir de 18 mois, donner une ampoule de vitamine D en période automno-hivernale. Nous avons aussi préconisé d'avoir à la disposition des médecins les différentes formes de la vitamine D pour passer à un schéma plus consensuel à l'aide des ampoules de 100 000 unités internationales ou les doses quotidiennes. Donc, pour les effets secondaires inhérents à l'administration de la vitamine D, elles sont très rares, mais elles ne sont pas dues à la vitamine D elle-même, elles sont dues à la mauvaise administration de la vitamine D ou à la forme de présentation de certaines spécialités qui ont été modifiées et qui sont à l'origine d'une éruption rapide et importante de la vitamine D et parfois d'accès de cyanose et de pneumopathie huileuse. Vous avez d'autres pays qui ont préconisé des fiches, des flyers dans les carnets de santé
pour dire à la maman, voilà comment on peut administrer la vitamine D et la position à adopter. Il faut savoir qu'il y avait un guide de nutrition qui date des années 90 et qui réitérait le message que ça doit être délivré dans les PMI et que c'était un acte médical. La toxicité en vitamine D, très rares cas ont été publiés. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène très très rare. Ne fait pas intoxication à la vitamine D qui veut. C'est généralement des personnes qui vont faire des signes d'intoxication en vitamine D à des doses usuelles. Pourquoi? C'est grâce à l'étude des différents cytochromes dans le métabolisme de la vitamine D, on a pu mettre en évidence la mutation qui a inactivé le gène du cytochrome responsable du catabolisme de la vitamine D. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne vont pas cataboliser la vitamine D active et donc, elle est bête et disciplinée, elle restera active et elle sera à l'origine de l'absorption de la calcium rénal d'une manière excessive et on aura une hypercalcéurie, une hypercalcémie. Les contre-indications, bien sûr, à l'administration de la vitamine D sont très rares. Quand on a une lithiase urinaire calcique, bien sûr, il ne faut pas donner de la vitamine D. Juste un dernier message avant de finir. Il y a dans les officines différents dérivés hydroxylés de la vitamine D. Je dis bien les dérivés hydroxylés. Il ne faut surtout pas les utiliser pour corriger une hypovitaminose D. Il faut savoir que la vitamine D qu'on prend, c'est la forme inactive. Elle doit passer par le foie et le rein. Donc, ces formes, avez sous les yeux. Pour finir, il faut savoir que le dépistage et le traitement du déficit en vitamine D constituent actuellement un enjeu de santé publique et la véritable prévention primaire de la perte osseuse et la constitution d'un capital osseux satisfaisant dès l'enfance. On sait que l'enfant est l'adulte de demain. Les recommandations qui datent des années 90, elles sont anciennes et elles étaient totalement orientées vers la prévention du rachitisme carentiel, qui n'est pas l'objectif actuel. Le souci actuel est optimiser le statut en vitamine D pour avoir une minéralisation osseuse optimale et pourquoi pas bénéficier des effets extrasquelettiques de la vitamine D qui restent en cours d'étude. Je vous remercie de votre attention. Je reste à votre disposition pour répondre aux questions, même si on n'a pas assez de temps. Voilà mon mail et je pourrai répondre volontiers par mail. Merci beaucoup, professeur Dlali. C'était très, très intéressant. Ça a englobé tout. Je pense que vous avez répondu à la plupart des questions qui ont été posées dans l'onglet QR. Au fur et à mesure que vous avez passé toutes les réponses, il y a une question qui se répétait. Comment on donne la vitamine D à jeun, après un aliment, avec un aliment huileux, pour que son absorption soit la meilleure possible? Eh bien, il y a des croyances qui étaient jusque-là avaient la dent dure, à savoir que on disait que la vitamine D devait être donnée à jeun. Non, parce que jadis, il y avait des formes combinées de vitamine D et de calcium. Le calcium, oui, quand on prend un traitement seul en calcium, il faut le prendre seul pour avoir une absorption optimale. Quand on a une forme associée aussi, mais quand la vitamine D qu'on prend, il faut au contraire dans un aliment liposoluble. C'est-à-dire, il faut généralement, qu'est-ce qu'on dit? On dit la vitamine D quand il est à la PMI, c'est soit le médecin qui le donne, soit la maman à côté du médecin. Là, on n'a pas le biberon. Mais si elle a le choix, à la maison, on n'utilise pas le biberon. Vous avez vu les recommandations françaises, ils prennent la tétine du biberon, ils mettent un peu de lait, ils mettent la vitamine D, ils cassent la vitamine D, ils la mettent à l'intérieur, ils donnent à l'enfant à sucer cette vitamine D. Ou si vous avez, comme pour ne pas citer le nom, les pipettes doseuses en plastique
qui existent dans certains médicaments, tels que les Oui. corticoïdéros. Voilà. Oui. Donc, mais c'est plus la position. L'enfant doit être c'est-à-dire position demi-assise, surtout pas allongée. L'idéal, c'est être 2 personnes pour la délivrer. Généralement, la tête tournée et commencer à la donner sur la muqueuse jugale. Ne pas s'amuser à prendre l'ampoule et essayer directement sur la bouche. Parce que l'enfant est encore immature et vous savez qu'il y a une incoordination encore entre la respiration. Absolument. Très bien. D'autres questions reviennent. Est-ce que vous préférez beaucoup plus les doses journalières ou les doses, les fortes doses, le dose de charge? Par expérience, déjà mes aînés l'avaient constaté et nous-mêmes l'avons constaté quand on a des parents qui peuvent avoir de la vitamine D journalière, la dose quotidienne. Généralement, ils la ramènent d'ailleurs. Et ils veulent l'administrer de manière journalière. Je vous assure qu'on a eu au niveau de notre consultation des couples de médecins, c'est-à-dire plus avertis qu'un couple de médecins, il n'y a pas. C'est très difficile de donner une dose journalière en vitamine D. Donc, ils vont la donner pendant 1 mois, pendant 2 mois, et après, ils vont sauter quelques jours, ils vont oublier. Moi, mon propre père m'avait raconté que ça se donnait avant l'école, juste à l'entrée, une cuillère d'huile de foie de morue. C'était la maîtresse d'école qui l'a donnée. D'accord. Bon, on devrait faire pareil aujourd'hui, je pense. Voilà. Donc, avec notre population, même nous, donc dose de charge et c'est réglé. Il est protégé, entre parenthèses, pendant 3 mois. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions parce que vous avez répondu à toutes les questions par vos plaques et par vos commentaires. Je vous remercie d'ailleurs parce que c'était très clair, très explicite et il n'y a pas de place au doute ni à l'imagination. Je pense que c'était assez clair. Je ne sais pas, docteur Benzaga, si vous avez d'autres commentaires. Oui, c'est une excellente présentation. Merci beaucoup. Et je pense qu'elle devrait répondre. On attend qu'elle devait répondre parce qu'il y a certaines questions qui sollicitent une réponse que le professeur Drali peut cliquer et répondre. En tout cas, merci beaucoup. Je répondrai volontiers. Je réitère mon message. Vous avez mon mail. Vous pouvez m'envoyer les cas cliniques ou des questions et je répondrai volontiers. Merci beaucoup, professeur Drali, pour votre participation. J'espère qu'on va vous revoir très prochainement avec nous. Et merci beaucoup. Je pense qu'on va passer la parole à Dr Boucheri.